Donc, je continue sur les questions. Hein. Je suis, bon, là, il me pose, c'est ça, je viens de répondre, l'administration fiscale ne délivre plus les documents nécessaires pour effectuer des paiements à l'étranger. C'est ce que je viens avant l'attestation de transfert. Les échéances arrivent à terme, nous risquons d'être en retard pour honorer nos factures. Quelle disposition juridique par rapport à cette situation? Je pense qu'il ne faut pas laisser, je vais rajouter une chose sur ça, il ne faut pas laisser les choses, c'est-à-dire c'est rentrer en contact avec son client, c'est-à-dire informer son client, rester toujours en négociation, ce n'est pas de fermer, il y a le corona, je peux faire. Donc je peux rester en contact en disant, voilà, je trouve des difficultés de renégocier, de trouver quand même un terrain d'entente pour éviter que que ça dégénère par la suite. Donc voilà ce qu'on peut faire, et essayer toujours d'avoir de partir. Parce que je pense, hein, si je n'ai pas tous les textes devant moi, malheureusement, je suis pas au bureau, donc je suis à la maison. Donc, ce que je sais que les demandes faites, notamment pour la prestation de transfert, et donc il y a un délai qui est donné à l'administration, elle doit répondre dans ce. C'est-à-dire, au-delà de ce délai, ça veut dire l'administration, elle est fautive. À moins qu'elle ait une note d'instruction ou quelque chose qui lui demande de sursoir ou qui lui interdit de faire ça. Alors, ce que je connais, hein, et ça, il faut le vérifier. Je ne suis pas fiscaliste, mais je sais qu'il y a quand même des délais. Je ne pense pas que l'administration, elle peut, toute administration confondue, qu'il soit la Milaya, qu'il soit le fisc ou autre. Donc, normalement, quand on leur demande quelque chose, ils ont des délais pour répondre. Au-delà de ce délai, normalement, il doit y avoir des mesures. Ça veut dire qu'il peut l'exiger, je ne sais pas. Il faut regarder. Ça, je ne peux pas être affirmatif à cette fonction parce qu'il faut le faire. Mais je sais qu'ils ont un délai et répondent dans les délais. Maintenant, la situation, c'est une situation exceptionnelle, donc peut-être qu'il y a eu des mesures exceptionnelles qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que le Covid-19 est un cas de force majeure? Donc, moi, personnellement, je le qualifie de force majeure parce que c'est un cas. Et si je prends les trois conditions pour qu'il y ait un cas de force majeure, l'événement doit être irrésistible, doit être imprévisible, donc c'était quelque chose. Bon, prévisible, personne n'avait. Quand il était en Chine, on était un petit peu spectateurs, hein, en quelque sorte, c'est tous les pays. Donc, puis par la suite, quand il a avancé, mais c'est-à-dire prévoir qu'il allait, la pandémie allait être comme ça à l'échelle planétaire, c'était quelque chose de pas facilement détectable là, au départ. Donc on peut dire qu'il n'était pas prévisible qu'il allait prendre cette ampleur. Parce que quand généralement les pandémies, ça touche voilà, un pays, une région, mais que cette ampleur, c'est pour la première fois. Et je pense qu'il y a ce que j'ai vu un petit peu quelques articles que j'ai eu consulter encore sur Internet. Donc, il y a tout le monde qui s'entend dire que le coronavirus est un cas de force majeure et que les conditions sont là, à savoir qu'il est imprévisible, qu'il est irrésistible, personne ne peut résister. Parce que, voilà, une fois qu'on est, il vous met en cas, donc il est extérieur, donc il échappe à notre contrôle. Donc on ne peut pas, pour le moment, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien du tout. Donc ce n'est pas. Donc, je dirais personnellement, je ne parle pas uniquement personnellement, c'est tout le monde qui le dit maintenant, il convient. Je pense que même nos juges, demain, ils vont le qualifier de catastrophe parce que même eux, ils ne travaillent pas. Les pénalités de retard sur le délai de livraison, ainsi le refus des commerciaux pour les déplacements en dehors des villages. Bon, refuser est une chose. Et refuser, ça veut dire c'est volontairement qu'elle refuse. Mais pourquoi je ne dois pas refuser? À moins qu'il y a des mesures restrictives. Par exemple, je ne peux pas circuler dans les vilayas, les 9 vilayas, au-delà de 15 heures. Mais si mon déplacement vers Boumerdès, je ne sais pas, qui me permet d'aller faire un aller-retour et livrer les marchandises, non, on ne peut pas, je ne dis pas, je refuse. Donc, les pénalités de retard me seront appliquées. Maintenant, si réellement, je ne peux pas me déplacer parce qu'au risque, parce que si je pars sur Tizi Ouzou et je reviens, donc ça devient, il y a un risque que je vais violer un petit peu le couvre-feu qui nous est imposé à partir de 15 heures. Donc tout ça, il faut ramener sa preuve. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas d'application de ce qu'on appelle des pénalités de retard. Mais sinon, non, je n'ai pas le droit de refuser, je n'ai pas le droit d'arrêter mon activité. Ce n'est pas à moi de décider. Les cafés, oui. Les restaurants, oui. Les salles, oui. Les centres de formation, oui. La loi, elle était claire. Les autres, non. Oui, ceux de je ne sais pas, les centres de formation, les instituts de formation, les universités, même les avocats, parce que maintenant les tribunaux ne travaillent pas. Donc, il n'y a que le référé qui fonctionne et également pour les personnes de correctionnel lorsque la personne est emprisonnée, c'est tout. Mais sinon, les autres, quand vous partez, tout est fermé, il n'y a personne.
Donc là, oui, je peux faire ça et on ne peut pas m'appliquer des peines. On ne peut pas me reprocher pourquoi je n'ai pas fait de recours dans les délais, parce que je ne peux pas le faire. Alors, les instituts de formation, ils ont pris, c'est des engagements, ils ont signé, ils avaient des contrats pour qu'on fasse des examens. Mais maintenant, ils ne peuvent pas parce qu'il y a une interdiction. Mais les autres, là, il n'y a pas, ils ne sont pas touchés, non, ils ne sont pas. Donc, ce n'est pas un cas de force majeure pour eux. Ils doivent faire de bonne foi, essayer d'exécuter leurs obligations. Ça sera difficile pour eux de faire valoir le coronavirus comme cas de force majeure. Donc là, à quel cas s'applique la force majeure et comment on l'a démontré d'un point de vue juridique. Voilà, on la démontre. Voilà, le cas de force majeure, la loi ne précise pas quels sont les cas de force majeure. Elle précise quelles sont les conditions pour qu'on peut qualifier un événement de cas de force majeure. Elle dit, voilà, les 3 conditions sont comptes. Je ne répéterai pas assez, mais c'est vrai. L'événement, la loi qui dit, à chaque fois que l'événement il est irrésistible, il est imprévisible, il est insurmontable, il est extérieur, donc c'est un cas de force majeure qui dégage. Donc, ils dégagent les co-contractants de leurs obligations. Je ne peux pas être tenu pour responsable pour ça. Je ne peux pas l'exécuter, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me livrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ça les événements. Mais sinon, pour dire les cas, et donc vous pouvez, par analogie, c'est-à-dire vous avez des inondations, vous avez ces épidémies quand elles prennent de l'ampleur. Voilà, parce que si l'épidémie elle est locale, donc dans une région, bah, ça sera que cette région. Mais maintenant, puisqu'elle c'est toute l'Algérie qui concerne, ben, écoutez, c'est toute l'Algérie, c'est des mesures qui ont été prises pour tout le monde. Voilà. Les contrats qui ne contiennent pas une clause de force majeure et qui sont bloqués momentanément. Que doit-il faire? Bon. Les contrats, s'ils sont concernés, je l'ai dit, soit on a prévu le cas de force majeure et au cas de cas, c'est la loi des parties, donc c'est le contrat, c'est les clauses de contrat qui vont s'appliquer, soit on n'a pas prévu, et donc dans ce cas, si il sera retenu, je suis convaincu qu'on va retenir le coronavirus comme étant un cas de force majeure, ça veut dire que je l'ai écrit dans le contrat ou je ne l'ai pas écrit dans le contrat, donc il sera retenu en cas de procès. Parce que, je vous ai donné le texte, les parties ne peuvent pas convenir dans un contrat, mettre une clause que les parties sont tenues ou l'autre partie est tenue d'exécuter son engagement, quand bien même il y a un cas de force majeure. Non, c'est pas autorisé. L'article 107, les dispositions de cet article sont claires. Toute convention contraire est nulle. Donc, on ne peut pas prévoir une clause de cette façon. Donc, voilà, qui ne contient pas. Comment traiter les conséquences de la force majeure? Bon, traiter les conséquences, c'est de faire en sorte, une fois que le coronavirus, que ce fléau sera endigué, Inch'Allah, donc de renégocier, de revoir et d'exécuter, si le contrat reste, bien sûr, si on peut l'exécuter. Sinon, on va demander l'annulation et les parties vont être soit entre eux, à l'amiable, ce qu'on souhaite pour tous, hein, de revenir à la situation initiale, chacun restitue à l'autre ce qu'il a pris, et donc voilà, sinon c'est la justice qui va trancher, le juge, et il a le pouvoir de régler ce type de situation. Voilà, comment faire. Compte tenu de la situation difficile des entreprises, ont-elles le droit de rompre les contrats de travail de leur employé? Est-ce un cas de force majeure? Ben écoutez, ça c'est un petit peu ce qui est prévu par la réglementation et les clairs, le décret est clair. Donc c'est pour les femmes qui sont enceintes, les femmes qui ne sont pas à bas âge, la loi leur a demandé de donner des congés exceptionnels. Ça veut dire qu'il sera à la charge de l'employeur. Donc voilà, vous avez des gens qui sont atteints de maladies, qui sont très vulnérables. Donc l'entreprise est obligée de libérer. Mais parce que toutes les entreprises ont une taille importante qui leur permettent d'un petit peu d'assurer le salaire. Eh bien, écoutez, c'est au cas par cas, je dirais maintenant, parce que c'est un détriment. Écoutez, celui qui a un petit restaurant ou un café, ou bien, donc il peut peut-être assurer un mois ou 2 mois de salaire, mais au-delà, ça devient un petit peu lourd pour lui, parce que même lui, il n'aura pas de. Pour les autres entreprises, donc je pense que des mesures vont être prises, et bon, ça sera une décision qui sera prise, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que les banques, ces entreprises peuvent tenir, notamment des entreprises qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, je dis, quand bien même elles veulent travailler, elles ne peuvent pas travailler parce que compte tenu de la situation, la réalisation de leur activité dépend des autres. Et donc, ces autres ne travaillent pas. Et, écoutez, celui qui était livreur de ces restaurants, celui qui était livreur de certains, donc ça devient, c'est une perte sèche. Hein. Donc maintenant, cette situation difficile, je dirais que
Est-ce que je peux annuler un contrat? Si je reviens au texte, si je fais une lecture libérale du Code du travail, la 90-11, écoutez, le salaire, il faut l'éviter dans un travail. C'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas, il ne peut pas toucher un salaire dans son absence. Mais maintenant, à une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été prises. Donc, certaines entreprises qui ont les moyens de le faire, ils le font. Les autres, ça devient difficile. Peut-être qu'ils peuvent tenir, puis par la suite, ils ne pourront plus tenir. Ça peut être, je pense que c'est des mesures qui sont prises en charge. Normalement, c'est à l'État de prendre un petit peu, d'aider un petit peu ces entreprises parce qu'il est dans l'intérêt de l'État. C'est-à-dire pour ne pas, parce que c'est des mesures un petit peu, je dirais que ce n'est plus du juridique, ça devient un petit peu politique là-dessus. Hein. Donc, parce que juridiquement parlant, ça devient un petit peu difficile. Obliger une entreprise qui n'a plus de moyens, ça n'existe pas. Donc, je n'ai plus de moyens. Quand je peux le faire, oui, mais quand elle ne peut plus le faire, ça devient difficile à moi qui est un soutien de l'État. Et là, je suis convaincu que l'État va prendre ses responsabilités pour ça. Il ne va pas laisser ces entreprises mourir quand même par la suite. Je pense que ça devient un peu politique, cette question. Donc, je dirais que c'est des décisions. Certaines décisions ont été prises. Je connais que des entreprises ils ont donné des congés exceptionnels qu'ils essayent de gérer, de maintenir un petit peu en soit que ces emplois, ces gens qui partent en chômage parce que c'est vraiment un désastre. Donc, je dirais que c'est un peu difficile de se prononcer sur ça. Donc, voilà. Mais aller directement pour une personne, c'est-à-dire licenciée, non, il ne faut pas aller au licenciement directement parce que le cas, j'ai eu à parcourir comme ça, de manière un peu vite, le code du travail. Je n'ai pas trouvé le cas de force majeure comme un moyen de, comme une, disons, comme on dit, un justificatif, un motif de licenciement. Donc, ça ne, parce que si vous posez la question à cette personne, ben, écoutez, il ne cherche qu'à revenir à son travail. Donc, je peux arrêter cette relation de travail, je ne peux plus payer ça. Donc, je pense que c'est du ressort de l'État par la suite de prendre pour ces gens qui sont en chômage. De prendre, je ne sais pas s'il y a une assurance chômage, s'il faut les prendre en charge, que l'État va mettre peut-être quelque chose en place pour venir à l'aide de ces. Parce que les entreprises, ils peuvent tenir, quand bien même ils ont une bonne volonté, je pense que cette volonté a des limites. C'est pour ça qu'on dit qu'Inch'Allah Yarbi, que ce fléau ne va pas trop perdurer parce que plus il perdure, plus les conséquences deviennent de plus en plus difficiles à gérer, à prévoir les conséquences, hein, les effets. Voilà, qu'adviendra-t-il des entreprises qui n'ont pas produit et par conséquent, elles n'ont pas pu honorer leur contrat commercial? Ben, écoutez, s'ils n'arrivent pas, s'ils ramènent la preuve, ben, écoutez, c'est ça. Pourquoi elle n'a pas pu produire? Elle n'a pas produit parce qu'elle n'a pas le choix en matière première. Pourquoi? Parce que la matière première, elle lui vient d'une wilaya qui se trouve, je ne sais pas combien de kilomètres, que le transport, il est interdit. Ben, écoute, bien sûr, elle va faire ça. Il faut qu'elle unisse tout ça. Si je dis ça, c'est pas quelque chose, c'est pas verbal ou oral. Donc, il faut avoir ça que vous avez lancé, que les autres vous ont répondu, qui ne peuvent pas vous livrer jusqu'à ce qu'il y ait levé de ce confinement, qu'il y ait des mesures qui un petit peu lèvent les choses. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais sinon, oui, je peux faire valoir ça en disant je n'ai pas pu exécuter, je ne peux pas. Ça, c'est un cas pour les banques en disant voilà, je travaille, vous m'avez financé ces machines, elles produisent, je ne sais pas, la faïence ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas le produire parce que je ne trouve pas de ma marchandise, mes matières premières, que ça peut être la wilaya de Camarassac ou de la wilaya de Ladra ou de la wilaya de je ne sais pas où, parce que le transport, donc je ramène, je réunis tout ça si je pense que le juge, il va vous donner des délais. Même si je pense que sans aller chez le juge, les banques, je dirais les banques, les personnes qui sont dans la banque, les banques censées, non, ils ne vont pas vous dire non parce que bon, ça n'a pas de sens de dire à un client, moi je ne cherche pas à comprendre coronavirus ou autre, vous payez. Non, je ne pense pas qu'on est dans cette situation. Voilà. Y a-t-il une possibilité Maître, excusez-moi de vous interrompre. Juste oui. une question, s'il vous plaît, avant de quitter, avant de changer plutôt. Alors, en fait, j'ai une question de la part d'une entreprise française qui a passé commande auprès d'une entreprise algérienne et qui a payé par Credoc. L'entreprise algérienne ne peut pas exécuter et honorer son engagement. Vous avez abordé par rapport à l'exécution du contrat. L'entreprise française comprend tout à fait. Elle me pose la question, elle me dit, est-ce que c'est possible de demander un remboursement ou non? Non pas un dédommagement, mais un remboursement du moment que ça a été payé. Ça veut dire, si je dis un remboursement, ça veut dire que c'est une annulation du contrat. Ça veut dire que
Ça veut dire que l'entreprise française peut annuler son contrat. Je pense que c'est un contrat d'exploitation. Est-ce que l'entreprise algérienne, maintenant, bon, je ne sais pas si le produit ne peut pas, il ne peut pas. Maintenant, si je ne sais pas ce qui est prévu dans le contrat déjà d'abord. Et deux, si cette matière première qui n'arrive pas pour l'entreprise française, donc sans arriver par la suite, elle n'est d'aucune utilité, donc normalement, elle est en droit de demander l'annulation de ce contrat. En demandant à cette entreprise, voilà, qu'il y a un remboursement. Elle ne peut pas demander des dommages et intérêts ou bien demander des pénalités parce que l'autre n'est pas ramené la preuve qu'il n'a pas pu exécuter ses obligations parce que, voilà, il n'arrive pas, parce que le transport interwilaya, il doit ramener cette matière première, je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, ils peuvent demander la casse. Voilà, comme ils peuvent demander qu'il y ait une renégociation par la suite. Donc, c'est un petit peu qu'il y ait un sursis à exécution. Mais parce que si ça prend beaucoup de temps, je pense que s'il n'y a plus d'intérêt, l'entreprise française est en droit de demander l'annulation du contrat. Parce que s'il ne peut pas l'exécuter, même s'il l'exécute a posteriori, quel est l'intérêt s'il n'y a pas d'intérêt de l'exécution, ça devient caduc pour cette entreprise. Je ne sais pas. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais ce que je suis sûr, c'est que l'annulation peut être demandée à l'état actuel sans qu'il y ait une demande de ce qu'on appelle une demande de pénalité de retard. Maintenant, le crédit a été ouvert. Ça veut dire qu'il y a une demande qui doit être faite par l'entreprise française à l'entreprise, à sa banque, et sa banque va l'envoyer à la banque algérienne, qui va l'envoyer à l'entreprise algérienne pour demander qu'il y ait annulation de la transaction parce qu'il n'y a pas eu exécution sans qu'il y ait de pénalité. C'est un remboursement. Elle peut se faire parce qu'il s'agit d'un crédit documentaire. Il ne peut pas être annulé unilatéralement par l'entreprise française. Il faut qu'il y ait des cas. Donc voilà, parce que ça fonctionne comme ça en matière de crédit documentaire. Il est révocable une fois qu'il est ouvert. Donc il ne peut être révoqué que par les deux parties, plus les deux banques qui sont en charge de ce crédit documentaire. Parfait, je vous remercie, Maître. Il peut le faire. Parfait. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen de contracter une assurance dans ce contexte-là pour assurer et éventuellement, est-ce que les entreprises assurées sont en droit de demander des indemnisations de la part de compagnies d'assurance pour les pertes occasionnées durant cette période de pandémie? Écoute, cette histoire des assurances, ça reste à méditer. Hein, voilà. Parce que les assurances, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais bien les assurances. Donc, les assurances, pardon, je ne pense pas que cette clause, cette pandémie, ça type de pandémie a été prévue dans les contrats. Même si pour ce qu'on appelle les assurances multirisques professionnelles. Donc là, pour ces compagnies d'assurance, ça me paraît un peu difficile que demain, je vais demander à l'assurance de me rembourser et qu'ils vont rembourser. Ce n'est pas, à moins qu'ils ont prévu une clause contractuelle dans l'assurance. Ça veut dire que j'ai assuré. Ils assurent des risques, mais je ne pense pas sur les pandémies. Je n'en ai pas vu ce type d'assurance. Ça, il faut lire la police d'assurance qu'on a contractée et voir à l'intérieur ce que j'ai prévu. Parce que dans les assurances, il suffit que, c'est-à-dire que le sinistre en question n'est pas prévu que pour l'assurance, elle dégage sa responsabilité, elle ne rembourse pas. Elle ne rembourse, c'est-à-dire elle n'indemnise pas, il n'y aura pas une prime d'assurance sur ça. Donc les compagnies d'assurance, ça, il faut regarder qu'est-ce qu'on a prévu dans la convention, dans la police d'assurance. Qu'est-ce que j'ai assuré? Et je ne me rappelle pas avoir vu, parce que j'ai eu l'occasion de lire comme ça des polices d'assurance sur des multirisques professionnels, on trouve des dégâts des eaux, on trouve des... Voilà, c'est un petit peu ça. Et on ne trouve pas ces pandémies quand il y a des maladies, c'est des cas rares. C'est des cas rares qu'on trouve. Donc, s'il n'y a pas, donc la compagnie d'assurance, elle ne peut être poursuivie pour demander qu'il y ait une indemnité. Qu'on l'indemnise, qu'on lui paye, c'est-à-dire qu'on lui paye un peu. Ça sera difficile, c'est-à-dire, je dirais que c'est une partie perdue au départ, c'est-à-dire contre ces compagnies d'assurance. Voilà. Pour se protéger contre un manque à gagner essentiellement de ce genre de flux. Donc, si elle a prévu, s'ils ont mis ça dans le contrat, ben, écoutez, c'est elle qui prend en chasse ce qui a été convenu. Voilà, en fonction de ce qui a été convenu dans la police d'assurance. Donc, voilà, une autre question. J'ai un contrat de prestataire de service avec une société française. J'ai mis une facture début de l'année. À ce jour, aucune réponse, ni paiement. Que dois-je faire? J'ai un contrat de prestataire de service avec une société française. J'ai mis une facture, donc il n'arrive pas à payer.
Écoutez, le paiement, ils sont tenus de payer, donc le paiement, il n'a rien à voir. J'ai fait une prestation, ça veut dire ça a été réalisé, j'ai envoyé maintenant la facture. Est-ce que maintenant, il faut savoir pourquoi ils ne veulent pas payer? C'est ça. Vous serez obligé par la suite de, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait déjà? Vous avez fait, donc il faut faire des relances, des sortes de, je dirais, je peux mettre entre guillemets, ce n'est pas interdit de faire une mise en demeure. Pourquoi je ne suis pas payé? Attendre la réponse pour voir. Et à travers la réponse, vous allez comprendre. Parce que payer quelqu'un, ce n'est pas pour le moment, les banques, tous les établissements financiers continuent à travailler. Ça veut dire, je peux assurer les paiements, et les paiements, notamment en France, notamment à l'international, que je peux les exécuter à partir de la maison, je peux demander, ordonner les virements. Donc voilà, ça ne pose pas de problème là-dessus. Donc je peux me préparer et envoyer à cette entreprise des mises en demeure pour demander pourquoi il n'y a pas eu de paiement. Voilà. Commencer à essayer de rentrer en contact au départ, ce qu'on appelle des relances amiables, puis par la suite, s'il faut, donc il faut faire un écrit. L'écrit n'est pas obligatoire, il faut l'envoyer par accusé de déception. Si vous avez l'habitude de communiquer par Internet, par des mails, les mails, il est reconnu, ce qu'on appelle, parce qu'il y a une question qui m'a été posée par quelqu'un ici, parce qu'ils veulent utiliser un petit peu ce qu'on appelle le support électronique, donc les mails, oui, le support électronique est reconnu par le droit algérien. C'est l'article 327 bis terre qui parle de ça. Il est admis au même titre que le support papier. C'est le même. Pour autant, ce que prévoit la loi, je vous le dis tout de suite, pour que les gens soient un petit peu au courant de cette nouveauté, c'est quelque chose qui a été modifié dans l'article 327. Voilà, qu'est-ce qu'il est. Il est précisé, je vous le dis, 327, il faut que je trouve terme, donc je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais je peux vous l'assurer, c'est l'article 327 terre, parce que là, j'ai les anciens, je ne suis pas au bureau, donc là, c'est un petit peu un ancien. Donc, c'est l'article 327 terre qui parle de ça et qui considère que le support électronique est un moyen de preuve qui est admis en même titre que le support papier. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, pour autant que ce mail électronique peut être authentifié. Voilà, si demain, parce que quand vous dites, voilà, je lui ai envoyé un mail, donc si l'autre partie conteste ce mail, donc il y aura des désignation des experts, des informaticiens qui vont voir est-ce qu'il n'y a pas eu de modification sur ce mail. C'est-à-dire d'authentifier l'intégralité de mail. Voilà, c'est pour ça, moi, je dis toujours à mes clients avec qui je travaille, je dis quand vous recevez des mails dans le cadre des contrats que vous êtes en train de conclure, évitez de faire des changements, soit copier-coller, retransférer, je change, parce qu'il faut laisser le mail intégral. Si demain, je veux l'utiliser comme moyen de preuve, donc s'il y aura des informaticiens qui vont regarder ce mail, ils ne vont pas trouver que j'ai quand même fait des changements à l'intérieur. On le laisse parce qu'il peut être utilisé comme moyen de preuve. Voilà ce que je peux dire sur ça. Voilà. Je n'ai pas l'article, sinon je vous l'aurais lu. Voilà. J'ai un contrat de service avec une société Z, donc ça j'ai répondu. Généralement, dans les contrats avec les entreprises publiques, le cas de force majeure est évoqué uniquement lorsque le prestataire ne peut pas exécuter ses engagements. Écoutez, qu'il soit entreprise publique ou qu'il soit entreprise privée, c'est tout le monde, on est tous dans le même navire, hein, donc ça touche tout le monde. Je ne pense pas qu'il y aura des demi-mesures ou là du favoritisme des entreprises publiques par rapport aux entreprises économiques, par rapport aux entreprises privées. Non, je pense que je ne pense pas. Parce que, écoutez, une entreprise publique reste une entreprise publique. La plupart, c'est des sociétés par action. La seule différence entre une entreprise publique et une entreprise privée, c'est qu'ils ont un seul actionnaire. Les entreprises publiques, ils ont un seul actionnaire qui est l'État, et donc les autres, donc c'est. Mais sinon, c'est des SPA qui sont soumis au code du commerce, ils sont soumis aux mêmes règles que les règles, c'est-à-dire que le code du commerce qui s'applique aux. Je ne pense pas qu'il y a des mesures comme ça. Personnellement, je ne connais pas. Ils ont été condamnés plusieurs fois. Ils ont eu gain de cause, donc c'est le même. La seule différence, c'est c'est l'État qui est actionnaire à 100% dans ces entreprises. Voilà. Je dois livrer des marchandises commandées par des clients, marchandises au port. Aucune idée comment ça va se passer du moment que le confinement, il doit partir de guerre. Voilà, c'est ça. J'ai répondu à cette question. C'est à vous de ramener la preuve, monsieur, que vous n'avez pas pu livrer parce que le déplacement, ça va prendre beaucoup de temps.
à déplacer un remorque ou je ne sais pas, déplacer des gros camions, partir au port, ça peut aller. Bon. Écoutez, si l'engagement peut être exécuté maintenant, si vous serez appelé à l'amener au port, puis par la suite vous allez passer la nuit dans un hôtel, et bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous serez obligé de le faire. Maintenant, si vous ramenez la preuve que tous les hôtels ont été pris pour mettre les gens qui sont en confinement, qui viennent de l'étranger, bah, écoutez, ça parce que vous n'avez pas trouvé, parce que il faut ramener ces preuves. Écoutez, c'est toute une bataille juridique. Chacun va se défendre. C'est-à-dire, vous allez faire ça, mais il ne faut pas oublier. Vous allez avoir votre propre avocat et les autres vont avoir leur propre avocat. Et chacun va ramener la preuve, la preuve contraire de l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis, pour ces situations, il ne faut pas on met tout à l'intérieur. Voilà, lequel coronavirus, moi je vais trouver comme un prétexte, je vais demander l'annulation de mes contrats, je ne vais pas exécuter, je ne vais pas faire. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, parce que par la suite, une fois que les choses vont entrer dans le monde, ça ne sera pas aussi simple pour ramener ces preuves. Donc, c'est un cas de force majeure, mais il faut qu'il s'inscrit bien dans le cadre de ce cas de force majeure. Que j'ai les preuves. Quand j'ai les preuves, ce n'est pas de mauvaise foi, mais des preuves de bonne foi. C'est-à-dire que j'avais une volonté d'exécuter, jamais, mais je ne pouvais pas l'exécuter parce que voilà les choses qui m'ont interrompu. Voilà ce qu'il faut, il faut réfléchir. Nous sommes prestataires. Est-ce que cette pandémie est considérée comme catastrophe naturelle? Non, on n'est pas encore arrivé à une catastrophe naturelle. Mais bon, quand même, c'est à l'échelle planétaire, oui, on est moi. Le motif d'un non-paiement est une catastrophe naturelle? Non. C'est un motif de non-paiement, je ne paye pas. Je n'ai pas bien compris cette question. Le cas de force majeure, coronavirus, était subordonné à une preuve laquelle? La preuve, c'est de ramener que c'était. Ce n'est pas à nous de ramener cette preuve, mais je pense qu'il y aura ça. En France, il y a eu le ministre qui a considéré le coronavirus, je pense, Bruno Le Maire, qui a dit que le coronavirus est un cas de force majeure. Bon, ça, c'est. Comme on dit, j'ai vu le commentaire, c'est le ministre qui l'a dit, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les juges. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que leur qualification, c'est ça ce qu'on attend. La jurisprudence algérienne, c'est ça ce qu'on attend de la jurisprudence algérienne. Parce que le texte ne définit pas qu'est-ce que c'est que, ne donne pas en détail qu'est-ce que c'est que les cas de force majeure. Il donne des conditions, des événements qui peuvent donner lieu à un cas de force majeure. Et c'est par la suite, c'est les juges qui vont. Et donc, je pense que là-dessus, sauf si maintenant, il y aura une loi en Algérie, quelqu'un qui va décréter le coronavirus, tout ce qui s'est passé comme un cas de force majeure, les juges sont tenus par là. Mais maintenant, si on se fie au texte qu'on a, les cas de force majeure, c'est les trois conditions qu'il faut qu'ils réunissent pour qu'ils soient considérés. C'est un juge qui va se prononcer sur ça par la suite. Alors que l'entreprise peut le réaliser. Donc, un client annule une prestation alors que l'entreprise peut le réaliser, même dans les conditions de confinement. Comment sont prévenus? Là, ça devient un petit peu, si j'ai la preuve que je peux exécuter et l'autre le refuse, il n'a pas le droit de refuser. Il n'a pas le droit de refuser parce qu'il y a un contrat entre nous. Et vous me dites, moi je vous livre cette marchandise et vous me dites, non, non, c'est pas la peine de venir, coronavirus. Non, non, je peux venir parce que le coronavirus, c'est pas un bandit qui va vous couper la tête. Donc, le coronavirus, c'est par rapport aux mesures qui ont été prises par les autorités en Algérie. Donc, si les autorités ils ont décidé que c'est à partir de 15h, ça veut dire de 7h à 15h, je suis libre de mes mouvements, bien sûr, sans porter atteinte aux autres. Donc, sauf si je ramène la preuve que ma venue, je ne vois pas comment il va ramener une preuve pareille, mais c'est ça. Si je peux vous livrer cette marchandise, je dois vous livrer, je ne sais pas quel bien, écoutez, si je peux le faire, et c'est la preuve que je peux le faire. Vous ne pouvez pas dire demain, voilà, je n'exécute pas, vous êtes tenu d'exécuter, le contrat doit être exécuté, il fait la loi des pas. Il doit être exécuté selon ces termes, ce qui a été compris. Voilà. Le cas de l'inexécution est une exception. L'exécution, c'est la règle dans un contrat. Quand on conclut un contrat, c'est pour l'exécuter, c'est pour l'honorer. C'est ça l'engagement. Ne pas exécuter, ne pas honorer son engagement, ça c'est une exception. Et c'est une exception qui doit être justifiée. Et donc, il est justifié par, bien sûr, des mesures, c'est ce qu'on appelle des cas fortuits, des cas de force majeure, des événements qui sont comme ça, irrésistibles, bien sûr, non pas imprévisibles, extérieurs. Donc, ça, je ne peux pas exécuter, combien même j'ai la bonne volonté, la meilleure bonne volonté qui puisse exister sur Terre, je ne peux pas le faire. Voilà les raisons. Oui, là, c'est acceptable. Mais aller trouver des comme ça, c'est-à-dire comment je n'exécute pas, non, c'est pas ça l'objet de ce petit atelier vertueux.
Donc voilà, peut-on annuler une commande en couche? Donc j'ai répondu, est-ce que le recours à un ODS d'arrêt est automatique et systématique? Hein, et cas de force majeure. L'ODS d'arrêt, bien sûr. Pourquoi un ODS d'arrêt? C'est un cas de force majeure, donc je lui demande parce que j'ai reçu des mesures, je lui demande oui, ça peut se faire. Pas forcément qu'il y ait un ODS d'arrêt, mais oui, pourquoi pas. Donc il fait donc, un autre service pour arrêter, donc je lui fais un ODS de commencer. Je ne peux pas parce que j'ai le personnel qui ne peut pas se déplacer, il n'y a pas, donc je peux lui demander de le faire. Ça dépend. Voilà, je ne peux pas répondre directement pour dire oui, peut-on annuler une commande? Non, est-ce que le recours à l'ODS est automatique? Dans l'ODS, donc il faut arrêter parce qu'il y a le coronavirus et je risque la contamination de mon personnel. Et si vous arrêtez, ça veut dire que même si lui, il peut l'exécuter, il a les moyens de l'exécuter. Est-ce que le personnel des chantiers ont été interdits? Je n'ai pas souvenir que dans que les gens du chantier ont été arrêtés, peut-être temporairement, qui travaillent, peut-être qu'ils doivent être, je ne sais pas, je ne sais pas. Un ODS d'arrêt, pourquoi je lui demande d'arrêter, notamment pour les gens du chantier, ça peut être un ODS d'arrêt pour autre chose. Ça, il faut regarder, je ne peux pas être sûr à 100%, mais automatiquement, non. Il n'y a pas un test qui dit qu'il y a un cas de force majeure, il faudra un ODS d'arrêt. Ça n'existe pas. Mais si je le fais, je ne vois pas pourquoi je le fais. Je ne sais pas. Est-ce que le recours à un ODS d'arrêt, ça ne peut pas être automatique et systématique. Voilà. Mais si je le fais, écoutez, si ce que je suis, l'ODS d'arrêt, ça il vient de la société qui a demandé qu'on lui réalise le service. Ça va demander de ne pas d'arrêter le travail parce que si c'est justifié, oui, elle peut le faire. Enfin, je dirais comme ça, sans être sûr à 100%. Les conséquences du Covid sur les contrats de leasing, ça, on a répondu. Donc, c'est les contrats de leasing. Les conséquences, eh bien, écoutez, si ça m'empêche, quand bien même j'ai fait un contrat de leasing, j'ai acheté surtout pour le matériel roulant et je ne peux pas l'exploiter, c'est parce que l'exploitation va me permettre de dégager des revenus qui vont me permettre de payer le loyer. Oui, maintenant, si je ne peux pas, écoutez, si je ne peux pas, je dois ramener la preuve que je n'ai pas eu. Et tous les contrats ont été. J'ai eu un. Voilà, je réponds un petit peu à la question qui était. J'ai reçu un ODS d'arrêt de notre entreprise qui me demande de ne plus le libérer parce que donc, voilà, et je ne peux pas exécuter. Voilà, donc je ne peux pas honorer mes loyers. Je demanderai par la suite qu'il y ait un réchauffement ou bien voilà, de rééchelonner mes dettes par la suite. Donc ça peut être constitué une demande de renégociation de mon contrat de leasing avec la conséquence de l'annulation d'un contrat qui induira la fin du contrat, qui s'appelle le mot du contrat. Ben, écoutez, ça on avait répondu, c'est un petit peu sur le droit du travail. Il faut attendre un petit peu les mesures exceptionnelles qui vont être prises par l'État concernant ces employés, parce que je sais que certaines entreprises peuvent tenir encore plus que les autres entreprises. Les petites et moyennes, les petites, très petites, les petites entreprises, donc c'est un peu difficile pour eux de continuer à assurer le salaire de leur personnel qui travaille chez eux. Pour les contrats, donc pour les grandes entreprises, donc vous avez les deux types de contrats, soit ils sont en CDD ou soit en CDI. Donc les gens qui sont en CDD, je ne pense pas que. Donc c'est des entreprises qui ont ce type de contrat CDD, donc ils peuvent ne pas les renouveler parce qu'il n'y a plus d'activité, ça a diminué, ils peuvent garder des CDI, ils sont là, donc ils les gèrent en attendant que les choses s'améliorent davantage parce que CDI, annuler un CDI, licencier quelqu'un pour un contrat CDI pour cas de force majeure, est-ce qu'on a prévu ça dans le contrat? Sur la loi, j'ai vu le contrat SOT, je ne suis pas un spécialiste des ressources humaines, mais les gens des ressources humaines peuvent répondre à cette question. Moi, ce que j'ai lu comme ça, sur quand à 90 ans, je n'ai pas trouvé qu'on peut licencier quelqu'un pour 4 fois. Parce que je sais que l'entreprise, on ne peut pas lui faire supporter plus qu'elle ne peut. Voilà. À certains moments, elle peut tenir certaines entreprises, mais ce coronavirus ne va pas aller plus loin et ça va endiguer bientôt et qu'on n'arrivera pas à cette situation parce que cette situation va donner lieu à des mesures exceptionnelles et à des décisions et des textes exceptionnels pour un petit peu gérer ces situations. Je pense que la situation est pour le moment un peu maîtrisable pour les entreprises qui arrivent tant soit peu à gérer cette situation, mais j'espère, Inch'Allah, voilà ce que je peux dire, mais il n'y a pas. Est-ce qu'on peut l'étendre pour ça et ne pas licencier les gens, mais à un certain moment, écoutez, les entreprises ne peuvent plus faire face à moi que l'État intervient.
Voilà, demander une avance de paiement malgré que les modalités de paiement dans le contrat stipulent que le paiement est après. Puis je demande au contracteur de me payer malgré que le chantier est en cours d'exécution, se basant sur non, je ne peux pas se baser sur le cas. Parce que si on a convenu que le paiement s'effectuera à la fin du paiement, vous serez payé à la fin du paiement. C'est ça ce qui a été convenu dans le contrat. Ça veut dire, c'est comme vous êtes en train de dire à cette personne, écoutez, il y a un coronavirus, il vaut mieux que vous payiez parce que je ne suis pas sûr que vous n'allez pas l'attraper. Non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est pas ça. Pas, le paiement, c'est-à-dire le contrat reste à exécuter selon les modalités de paiement qui ont été convenues dans le contrat. Le contrat fait la loi des parties. C'est ça ce qui a été convenu. On peut changer parce qu'il y a une coronavirus. Maintenant, s'il y a l'annulation du contrat, pour des travaux que j'ai réalisés, j'ai le droit de commenter. Mais maintenant, si on me demande, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus, voilà, je vais demander qu'on me paye à l'avance parce qu'on n'est pas sûr. Hein. Non, on peut pas, ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc, on va te demander une avance. Qu'est-ce que faut-il systématiquement considérer tout manquement? Voilà, faut-il systématiquement considérer tout manquement aux clauses contractuelles comme cas de force majeure, puisque la pandémie concerne pratiquement tous les pays? Non, c'est au cas par cas. Il ne faut pas mettre tout, non. Ça ne fonctionne pas de cette manière, le cas de force majeure. Il y a certaines entreprises, certaines sociétés, certaines activités qui n'ont pas été touchées. Le coronavirus ne les a pas impactées du tout. Donc, ça ne peut pas dire, voilà, ça aidera peut-être. Certains ne les a pas touchés, certains ne les a pas, là, un petit peu peut-être partiellement impacté leur activité, mais ils continuent toujours à fonctionner et à travailler. Ben, ce n'est pas le coronavirus qui va aller. On peut pas, ça ne peut pas être systématique. Ça sera traité au cas par cas. Chacun en fonction de son contrat. Et ce qui a été prévu sur le contrat, c'est ce qui est prévu sur le contrat qui va être appliqué. Le juge va appliquer les termes du contrat. Il n'a pas à changer les termes, à moins que les termes du contrat ont prévu des clauses qui sont contraires, hein, c'est-à-dire qui sont contraires à une règle impérative de loi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, c'est le contrat qui va s'appliquer. Bien sûr, s'ils ont prévu que combien même il y a le coronavirus, combien même il y a le cas de force majeure, il y aura exécution, non. Je vous ai dit que ça, c'est une clause qu'on ne peut pas mettre. Combien même en droit français, on peut le faire, en droit algérien, on ne peut pas. Voilà. Donc, ça ne peut pas. Nous sommes presque tout à fait de bon Une question, s'il vous plaît, maître. Désolé. Oui. Il y a une question qui revient par rapport à, vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des preuves à présenter pour justifier le cas de force majeure et surtout la perte occasionnée, on va dire ça comme ça. Alors, les personnes me demandent sous quel format ces preuves doivent être présentées au juge. Qu'est-ce qu'il faut présenter concrètement comme document, s'il vous plaît? Écoutez, les documents qu'il faut présenter sont tout ça. Déjà, premièrement, est-ce que déjà, je fais partie des entreprises qui ont été. Déjà, vous avez les textes qui sont pour tout le monde. Hein. Donc, les décrets, les Khadjou Kamel, il y en a 4 ou 5, 16, 17, 18, 19, 20, je pense, qui se sont d'affilée. Donc, à chaque fois. Eh bien, écoutez, c'est ça les preuves. Je ramène la preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ramène le texte qui a confiné Blida et j'avais délivré des Blida et je ne pouvais pas en faire. Ça, c'est une preuve. Qui dit preuve ne dit pas. Maintenant, si j'ai informé mon client, j'ai envoyé, il y a des accusés de réception, j'ai dit, même pour le courrier électronique, il y a un contact que je ne peux pas exécuter. Donc, ça, c'est des preuves. Je ne sais pas, la marchandise, j'ai demandé cette matière première et cette société, son personnel, il a été, c'est-à-dire, il a vu que, je dirais, peut-être des femmes qui étaient enceintes où il n'avait pas de personnel nécessaire. Bon, ça, c'est des cas vraiment là. C'est ça les preuves. Les preuves, c'est que c'est des écrits, c'est des textes qui existent. Et voilà, c'est les échanges qu'il y a pour l'exécution du contrat. C'est ce que j'ai déposé au niveau de la banque qui n'a pas été exécuté. Et pourquoi la banque n'a pas exécuté pour transférer un petit peu? Parce que le cas de force majeure, c'est-à-dire si je n'ai pas pu exécuter, parce que des fois, il y a quelqu'un qui rentre dans le maillon de la chaîne de la réalisation de la transaction, il y a quelqu'un, un tiers qui intervient. Parce que c'est ça, il faut que ça soit indépendant de ma volonté. Donc, il faut que ça soit le fait d'un tiers. Il faut que ça soit le fait de la victime elle-même. Donc, je ramène que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, au niveau de la banque, ils n'ont pas exécuté. Au niveau des impôts, on ne m'a pas délivré. Voilà, la clé de déception, je suis parti plusieurs fois, ça n'a pas été donné. Donc, tout ça, c'est des moyens. Je ne peux pas être. Écoutez, ça sera au cas par cas. Je ne peux pas être exhaustif, mais parce qu'on est sur des zones, je vais vous dire une chose, qui va un petit peu peut-être clarifier bien les choses. Hein. Je vais dire une chose.
quand on est dans les affaires commerciales, les moyens de preuve, c'est-à-dire la preuve, elle n'est pas limitée. On peut prouver par tous les moyens. C'est-à-dire tous les moyens sont mis à ma disposition pour prouver. Donc, des mails, des SMS, des écrits, des échanges, je ne sais pas. Donc, il peut y avoir des témoins. Le témoignage, il est là, la présomption, les écrits, des écrits authentiques, des écrits sociaux privés, des écrits électroniques. Ah, écoutez, sous ça, parce que la loi n'a pas de limite. En matière commerciale, ce n'est pas le cas dans les affaires civiles. Les affaires civiles, non. Les affaires civiles, l'écrit est parfois obligatoire. Dans les affaires commerciales, l'écrit, c'est une exception pour des transactions bien définies, qui sont où la loi a exigé. Sinon, pour les autres, elle n'a pas exigé. Donc, l'épreuve, c'est à chaque entreprise d'un petit peu de réunir en fonction de sa situation comment. Donc, voilà, le cas du Français qui a envoyé, donc il a fait sa demande. Pourquoi? Parce que par la suite, si je fais ma demande, je réponds un petit peu à une question à cette société française qui a posé la question. Donc, je vais dire à ma banque en France, ben, écoutez, il n'y a pas, compte tenu de la situation, je pense que je ne pourrais pas recevoir ma marchandise. Je demande qu'il y ait annulation des crédits qu'on a ouvert sur la GIE. Donc, vous envoyez à la banque de mon fournisseur là-bas. Donc, cette demande, elle vient, il en dépose la banque à l'envoi. Donc, il y a des suivis, des échanges du SWIFT, des MT entre les banques. Et le client algérien ne donne pas. Ben, écoutez, là, s'il avait exécuté, ça veut dire qu'il est de bonne foi. Et donc, l'autre, la société française, ne peut pas réclamer les pénalités de retard. Mais s'il n'exécute pas, il va faire du retard, il va tergiverser. Ben, cette société française, avec ses preuves, elle peut demander un non-remboursement plus le paiement des pénalités. Pourquoi on va mettre tout ça? Pourquoi il ne veut pas payer? Là, ça devient, parce que l'autre partie qui sont algériens, donc la partie algérienne, elle est de mauvaise foi. À moins qu'elle ramène la preuve qu'elle était en mesure d'exécuter son obligation. Si elle n'arrive pas à l'exécuter, ben, écoutez, l'annulation se fait et le juge peut condamner la société algérienne à payer une compensation. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus, ça je ne paie pas, oui, mais cela ne m'empêche pas de continuer à travailler, voilà, de faire ce qu'il faut faire. Donc, j'envoie, j'agis, j'essaie de trouver, j'envoie à cette société algérienne, ou bien vous livrez, ou bien on annule, vous me remboursez. Au-delà de ce délai, ben, écoutez, non, vous ne faites pas de droit. Ça devient de l'abus. Pourquoi soit vous l'exécutez, soit. Si ça peut attendre, vous dites, il faut le dire. Écoutez, l'une des signes de la mauvaise foi, c'est de ne pas répondre à une mise en doute. De ne pas répondre à une lettre qu'on vous a envoyée de votre co-contractant. Ça, c'est un signe de mauvaise foi. Le juge le prenne en considération. Je vous ai écrit, pourquoi vous ne répondez pas? Ma banque vous a saisi, elle a saisi votre banque. Maintenant, si la banque vous dites que la banque ne m'a pas saisi, ben, écoutez, c'est à la banque qui va être responsable. Je demanderai sa condamnation. Je demande qu'elle paye. Voilà, bien sûr, ça se passe de cette manière. Pourquoi elle n'a pas? Et beaucoup de banques ne font pas parfois de travail et ne répercutent pas les suivis. Je ne sais pas parce que demain, la banque ne va pas dire écoutez, moi j'ai eu 50% d'effectifs. Écoutez, vous avez 50%, 40%, ce n'est pas mon problème. Votre activité, elle continue à fonctionner. Vous devez traiter tous vos opérations. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça fonctionne de cette manière et c'est facile à vous attaquer sur cet aspect. Voilà ce que je peux répondre sur ça. Donc, les moyens de preuve, c'est ça ce qu'il faut démontrer toujours que vous êtes de bonne foi, que vous voulez exécuter, ou bien vous n'avez pas pu exécuter parce que voilà, je n'ai pas pu exécuter, j'habite à cette ville, mon usine s'habite à cette ville, je m'alimente, c'est-à-dire de la matière première, de la ville de tel. Donc, je réunis tout ça. Tout ça, c'est des conventions que vous avez avec vos fournisseurs, que vous avez présentes et vous allez les ramener. Et ça sera une bataille juridique entre vous et l'autre. Et j'espère que, normalement, les choses essaieront on suggère en quelque sorte, on conseille aux autres de trouver toujours, de négocier toujours. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Quand bien même je suis un avocat, ça m'intéresse que les autres partent en justice, parce que c'est ça mon travail. Mais je le dis toujours par honnêteté professionnelle, c'est de dire voilà, un mauvais arrangement que d'en découdre avec la justice, parce que quand on entre en justice, on sait quand est-ce qu'on entre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Ça prend beaucoup de temps, la procédure est dilatoire, ça prend beaucoup. C'est-à-dire, elle peut s'étaler dans le temps. Ce n'est pas intéressant. Essayez de trouver et faites de la justice une exception. C'est-à-dire, c'est le dernier recours. Voilà, c'est le conseil que je peux donner entre parenthèses. J'espère. Akram, c'est bon?
C'est parfait, maître. D'accord. Donc, je suis à la question 22. Je pense qu'on arrive pratiquement à la fin. Donc, sinon, les clients ne peuvent pas reconnaître. Nous sommes prestataires de services, devons-nous actionner le cas de force majeure dans le cas Covid-19. Sinon, le client peut-il ne pas reconnaître le Covid-19 comme cas de force majeure? Ce n'est pas au client de reconnaître qu'il est ou il n'est pas. C'est à la justice de reconnaître. C'est aux autorités, en mettant un texte qui le reconnaissent. Il va reconnaître que le Covid-19 est un cas de force majeure. Et je pense que c'est ça. Ils vont apporter pour régler le problème définitivement. Je pense. Je pense que la sagesse de nos gouvernants, qu'ils soient ici ou ailleurs, ils vont décréter ça par un décret. Ça va régler le problème définitivement. Ça veut dire ça va, parce que par la suite, s'il n'y a pas, ça veut dire ça va donner lieu à interprétation à chaque fois. Donc il faut retenir. Donc, mais si ça va décréter, ça va être ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que le recours, un client annule une prestation alors que l'entreprise peut la réaliser? Même ça, on a répondu. Peut-on annuler une commande en cours chez un fournisseur étranger en invoquant l'épidémie? On ne peut pas l'annuler, c'est pas. Pourquoi l'annuler? Il peut vous la livrer. Vous n'avez pas. Vous l'annulez parce qu'il y a le Covid-19. S'il vous dit, moi, je peux vous livrer cette marchandise, il vous la livre. Oui, le problème. Maintenant, s'il ne peut pas vous la livrer, oui, vous dites, voilà, moi, si je ne reçois pas cette marchandise, je prépare annuler le contrat là, vous pouvez annuler votre contrat. Mais s'il peut vous la livrer, vous n'avez pas, vous allez l'exécuter. Et si vous ne le faites pas, ça devient de l'abus de votre part. Et demain, si vous ne pouvez pas soulever le Covid-19 pour dire, voilà, moi, j'ai refusé la demande parce qu'il y avait le Covid-19. Donc, est-ce que le recours à l'abandon est répondu? Je pense qu'est-ce qu'il laisse. Donc, la renégociation qu'on a, oui. Voilà. Y a-t-il une possibilité de négocier? Au contraire, il faut prévoir la renégociation, il n'y a pas mieux. Si on peut renégocier par la suite, renégocier avec les banques, renégocier avec les établissements financiers, renégocier avec les compagnies d'assurance, renégocier avec tout le monde. Au contraire, c'est la renégociation qui doit prier sur autre chose. Parce que la renégociation permet à redynamiser un petit peu l'économie. On ne va pas arrêter. Déjà, le corona, il nous a fait des halas. Nous disons, par la suite, on va tout annuler. On ne va pas tout annuler. Au contraire, on va renégocier et essayer de sortir gagnant-gagnant sans que quelqu'un porte préjudice à l'autre. Donc, il ne faut pas que ça soit ruineux pour l'autre, ni désastreux pour tous. Donc, voilà, la renégociation, oui. Au contraire, la renégociation, c'est ça qu'il faut. L'annulation, quand ce n'est plus, c'est-à-dire, les juges, l'annulation, c'est quand on trouve que c'est pratiquement impossible. Même si je l'exécute, il n'y a plus d'intérêt pour mon activité. Je dois ramener cette preuve au juge en disant maintenant je n'ai plus besoin de cette preuve. Parce que là, je ne sais pas, je devais recevoir de l'engrais, mais maintenant, je n'ai pas reçu cet engrais pour les fertilisants pour la terre, autant pour terre. Maintenant, ce que j'ai planté n'a pas d'intérêt, même que dire au cash. Donc là, il y aura une annulation. Mais sinon, si je peux le négocier, écoutez, la renégociation, elle va être prise. Donc les juges vont aller pour ça. Est-ce qu'il est obligatoire de citer le cas d'épidémie ou de pandémie sur le contrat? Clause de force majeure pour faire valoir le coronavirus contractuel. Pas obligatoire. Pas obligatoire. Mais si vous le mettez maintenant, personne n'avait. Parce que si vous le mettez, ça veut dire que vous avez des prévisions. Le coronavirus, c'est quelque chose d'imprévisible. Personne ne s'attendait à cette ampleur. C'est pour ça que, comme il dit, il deviendra un cas de force majeure. Parce que c'est prévisible, il est prévisible dès le départ. La prévision. Parce que si on arrive à ramener la preuve qu'il était prévisible, que la Chine il partira en Europe, et l'Europe il partira en Chine, ou vice-versa, ben écoutez, ça ne devient plus un cas de force majeure. Ça veut dire qu'il était prévisible. Et s'il était prévisible, ça veut dire que je dois prendre des dispositions. Je devais prendre mes dispositions. Ça n'échappe pas à mon contrôle. Je prends mes dispositions, ça veut dire que je pouvais tout organiser avant. Chose que le coronavirus n'a pas donné. On n'est pas dans cette situation. Est-ce qu'il est obligatoire d'adresser au client, d'autre partie, un courrier dans ce sens, justement pour déclarer le cas de force majeure, et ça afin de le délier, le fournisseur, prestataire, de ses obligations contractuelles, ou ce n'est pas nécessaire, étant donné que c'est une pandémie internationale qui ne touche pas uniquement le fournisseur. Écoutez, envoyer à son fournisseur ou bien à son co-contractant, avec qui on travaille, le vendeur, peu importe. Donc, la communication reste toujours, l'échange d'informations, c'est très important dans les relations contractuelles. Très, très important. Voilà. C'est-à-dire, je l'informe que, c'est-à-dire, je ne sais pas, je n'exécute pas bouche cousue. Non, j'en vais. Voilà. Nous avons un problème, nous ne pouvons pas vous livrer, je fais des suggestions, je fais des propositions, tout ça démontrera un petit peu de votre part.
Et de l'autre côté, celui qui reçoit ces propositions, il ne veut pas dire, voilà, c'est le coronavirus, moi, je n'ai pas la tête pour ça. Non, non, on a la tête pour ça. On continue, la vie continue, ça ne s'arrête pas. Donc, voilà, et on travaille de cette manière. Ça veut dire, je reçois, je réponds, il y a le télétravail. Bah, écoutez, moi, j'aurais dit, bah, écoutez, il y a le coronavirus, je ne vais pas faire la promotion. Il y a nos amis de la CF, non, je me suis quand même, c'est un devoir, je vais aider dans ce que je peux faire. Et alhamdoulilah, on a pu quand même tenir cet atelier pour vous. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Donc, vous pouvez. Donc, il y a toujours cet échange, ce contact pour éviter que demain, surtout, répondez en disant de me répondre aux lettres de l'annonce, répondez aux lettres que vous recevez. Surtout, maintenant, les choses ont vraiment évolué, elles ont changé. Ils ont changé dans la mesure où il y a la technologie qui nous permet de rester toujours en contact. Je vois qu'on était plus de 100 personnes. Voilà, en contact. Donc, tout ça, c'est des mesures qui peuvent régler beaucoup de problèmes. Je pense avoir répondu, je l'espère, à vos questions. Et je reste s'il y a d'autres questions à votre disposition. Voilà. J'ai un petit travail que j'avais fait, je l'envoie à Kram, c'est pour les gens qui m'écoutent. Donc, il reprend un petit peu tout ça. J'aurais aimé faire, peut-être qu'Inch'Allah, on fera ce séminaire, mais ça sera sur un autre angle, parce qu'il y aura les conséquences qu'on nous donne au niveau des tribunaux, qu'est-ce qu'il y a eu. Et je vous promets qu'on fera ce séminaire avec des diapos, qu'on sera sur place à la Chambre du commerce bientôt, Inch'Allah, pour nous tous, comme Inch'Allah, et donc, on parlera encore de ça. Je vous l'envoie, je l'envoie à Kram et qui va s'en charger à ses adhérents, qui connaissent tous. Donc, vous pouvez le réclamer. Donc, vous avez tout ça à l'intérieur dans un fichier PowerPoint qui est composé d'une cinquantaine de slides qui reprend un peu tout pratiquement ce que je viens de développer. Pratiquement ce que je viens, il y a un peu plus. C'est des choses que je n'ai pas développées. Mais ce que j'ai développé, vous allez le trouver à l'intérieur, que j'espère qu'il vous aidera. Voilà. On vous remercie beaucoup, Maître, pour votre disponibilité. Là, on a fait le tour des questions. Merci pour ces éclaircissements. On comprend mieux le coronavirus et le cas de force majeure et comment surtout activer ce process. Je remercie également les participants d'avoir répondu présent. J'espère qu'on a pu répondre à leurs préoccupations. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à nous contacter par adresse mail à cciaf@cciaf.org. C'est le premier webinaire. Oui, Maître. S'il y a d'autres questions, parce que je suis en train de voir sur le Q et R, il y a 13, vous estimez qu'il y a d'autres questions? C'est des remerciements, Maître. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est Taïbé. Merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie. Également, merci beaucoup. Je vois que j'espère que on a répondu un petit peu à leur. Inch'Allah, merci beaucoup, Maître, en tout cas pour votre disponibilité. Chers participants, merci à vous également d'avoir répondu présent. Nous continuons notre série de webinaires consacrés à l'impact du coronavirus. On essaye de monter un webinaire d'ici jeudi, donc restez connectés, restez branchés. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Inch'Allah, merci, Maître. Au revoir.